beaucoup à vous, Franck Arnaud, pour ce commentaire. On va faire les échanges avec Eric Guédénon. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors, les démocrates ont voté contre le budget. Surpris? Non, parce que nous parlons d'un parti d'opposition et cela entre certainement dans une ligne politique qui est donc certainement érigée au niveau de cette formation politique. En plus donc des critiques que nous observons vis-à-vis de la gouvernance du gouvernement Patrice Talon, et il y a donc au niveau du Parlement aussi des actions qu'il mène pour davantage montrer qu'ils sont vraiment de l'opposition. Ensuite, moi je voudrais faire remarquer que ce n'est pas non plus la première fois que dans l'histoire du Parlement, un groupe de députés décide de ne pas voter un budget. Aussi, ce n'est pas non plus là le problème. Ce que nous pouvons faire observer et qui dénote certainement d'une incohérence, c'est avoir participé à des travaux en commission, avoir fait des observations qui ont été prises en compte et qui a été d'ailleurs saluées, et arriver en plénière, ne pas voter. Alors, on a bien le sentiment que les députés eux-mêmes de l'opposition avaient certainement la volonté de voter, et qu'ils peut-être ont reçu la consigne au niveau de leur parti politique de voter contre. Et là, ça nous ramène dans ce débat qu'on avait évoqué ici. Est-ce que nous avons une opposition en termes d'idéologie ou une opposition de personnes? Vous savez, quand le président des démocrates avait fait observer certaines observations, excusez-moi la répétition, sur le fichier électoral, j'avais fait savoir que ne regardons pas celui qui a porté la voix pour faire table rase de ce qui avait été listé comme problème. Il nous faut prendre en considération ces problèmes. C'est de cette façon que moi je vois les choses. Et je me désole aussi de voir que de l'autre côté, à travers un budget, on voit la personne du chef de l'État. Nous le savons que c'est un instrument, en même temps qu'on donne à l'exécutif de pouvoir conduire des projets. Cela, on peut faire la part des choses entre la personne du chef de l'État et le budget, voyez-vous. Ce qui n'a pas été fait pour moi, et c'est là un peu ma désolation de constater que nous sommes aussi de l'autre côté dans une opposition de personnes, où quand vous entendez les discours, on ramène tout à la personne du chef de l'État, à la personne de Patrice Talon. Et ce qui nous amène donc dans un débat Yahi, Talon, Talon, Yahi. Oui, moi je pense que ce qui s'est passé à l'Assemblée le vendredi, disons que c'est l'expression de ce que nous avons désormais depuis un moment, depuis environ un mois et demi, nous avons un autre schéma au plan politique. Parce que lorsque vous suivez un peu les explications, et moi j'ai lu tout le week-end cette déclaration faite par les démocrates, et j'ai pu déceler que en réalité, lorsque nous devons consacrer notre temps sur les réelles raisons de ce refus ou de ce rejet du budget. Le budget en lui-même n'est pas l'affaire des démocrates. Puisque tout à l'heure, en recevant même le député LD qui vient de partir, vous avez vu les raisons qu'on a commencé par énumérer. On fait beaucoup plus de la fixation sur la personne du président de la République. C'est d'accord, nous sommes en politique, on peut utiliser tous les arguments possibles pour le faire, mais de façon technique. Moi, j'aurais voulu que les démocrates consultent par exemple des techniciens, des économistes que nous avons dans le pays, qu'on nous dise, mais le budget que vous avez présenté là, c'est un budget qui va fatiguer les Béninois en termes de taxes. C'est un budget qui ne va pas changer la vie des populations. Au même moment, on dit qu'il y a des projets, 2 ou 3 projets qui sont prévus dans une partie du pays qui n'avaient pas été exécutés, dont le financement avait été déjà bouclé par le régime précédent. Et au même moment, on dit qu'on n'a pas voté parce que Patrice Talon ne tiendrait pas parole. Parce que Patrice Talon
aurait des qualités qu'on n'apprécie pas ou adopterait des positions qu'on n'apprécie pas parce que Patrice Talon, on ne lui fait pas confiance, ainsi de suite. Bon, moi, ça me pose un petit problème. On a parlé de croissance économique, on a parlé du soja. Le soja, c'est un vieux débat, par exemple, où on en a parlé, le gouvernement est revenu sur des mesures pour soulager les acteurs. Donc, c'est des choses qu'on a ressassées, à mon avis, qui ne portent pas sur le fond même de ce budget-là. Qu'on me dise, par exemple, qu'il y a de nouvelles tâches qui ont été créées. Et ça ne devrait pas améliorer le pouvoir d'achat des Béninois, ou ça doit empêcher les entreprises de prospérer, ainsi de suite. Moi, je pense que on arrive également à parler des institutions de la République. On a parlé de beaucoup de choses. Donc, moi, je pense que les arguments ne sont pas assez solides sur les arguments techniques, pour moi, sont insuffisants pour rejeter un tel budget. Mais, je dis, en politique, tout est possible. Hein. Lorsque vous me donnez un coup la nuit, moi, je peux attendre le jour et vous rendre ce coup-là. Ou si vous me donnez le coup peut-être en journée, moi, je peux attendre la nuit pour vous surprendre. Donc, on ne rate aucune occasion pour rendre des coups politiques. C'est peut-être sous cet angle-là qu'on peut mieux comprendre, disons, l'attitude des députés démocrates. Et lorsqu'on en vient à dire que c'est une consigne qui vient de la direction du parti, ça veut dire que, attention, ça n'est pas forcément, disons, un vote provenant des députés eux-mêmes, mais plutôt d'une consigne de ce que l'on veut faire des démocrates désormais. Là, c'est moi mon avis. Une question banale. Hein? Est-ce que quand un budget vient à l'Assemblée nationale, on est tenu de voter pour ou on est tenu de voter contre? Est-ce que c'est pas aussi peut-être une certaine expression de liberté qu'adoptent, je dois dire, les démocrates? Non, absolument. C'est le plein droit d'un député, après nous avons examiné une loi, de voter contre ou de voter pour. Là-dessus, nous sommes totalement d'accord. Là n'est pas le problème, voyez-vous. Maintenant, quand un député finit par le faire, cela doit être justifié parce que il représente, n'est-ce pas, les citoyens. Et après avoir posé ses tâtes, il lui faut forcément donner des raisons. Maintenant, quand à l'arrivée, on vous donne les raisons qu'on est en train de nous citer là, en tant que citoyen, bon, vous allez quand même vous chercher un peu et essayer quand même de vous retrouver. Sinon, que dans l'absolu, oui, un député, il vote pour ou contre les lois et puis il contrôle l'action du gouvernement. Et donc, ce n'est pas ce qui nous étonne aujourd'hui, mais plutôt les raisons qu'on avance, justement, qui, la plupart, ne sont pas véritablement assez, de façon technique, n'est-ce pas, sur le contenu de ce budget. Quel est ce citoyen qui aurait peut-être du mal à avaler la position des députés si on lui montrait que, ben, écoutez, c'est un budget déséquilibré. Il y a eu certainement des tâches qui vont davantage fatiguer la conscience des Béninois. Il y a certainement des montants qui ne sont pas du tout justifiés et puis tout ça. Et là, les citoyens se diraient, ben, écoutez, nous avons des gens qui nous représentent et qui assurent nos arrières, voyez-vous. Alors, des questions de personnes, telle personne serait ceci, serait pas en mesure de nous donner certaines garanties. Moi, je dis, c'est des détails qu'il faut mettre à part et régler ailleurs. Mais après, comme l'a dit Franck, nous savons que nous sommes à l'Assemblée nationale, on le dit souvent, c'est un niveau où on fait vraiment la politique, voyez-vous, où les raisons ne sont pas parfois celles que nous attendons, où ça vient peut-être d'ailleurs. Vous savez, on nous a habitués dans ce pays toujours à l'Assemblée nationale des questions de télécommande, où vous imaginez, c'est comme si on avait déplacé le Parlement ailleurs, où les décisions sont prises là-bas et puis bon, on constate qu'au niveau du Parlement, ça s'applique. Où à un moment donné, on se disait, mais le jeu ne se jouait plus à l'Assemblée nationale. Donc, c'est aussi cet environnement et c'est peut-être là qu'il faut comprendre aussi la position du Parti des démocrates. Autrement, on pourrait aussi se demander, mais pourquoi aussi du côté de la mouvance on a voté? Oui, c'est la question que j'allais poser. Si nous pensons que voter contre le budget, c'est voter contre la personne du chef de l'État. Donc, voter pour aussi, c'est voter pour la personne du chef de l'État. On doit pouvoir se justifier. Moi, je pense que
c'est leur droit de voter contre un budget si eux, ils pensent, enfin, de leur position, ils pensent que, écoutez, ce budget et celui qu'il a présenté ne sont pas assez convaincants. On peut décider de voter contre. Le problème n'est pas là. Là, ils ont exercé un droit et Eric l'a si bien dit. C'est plutôt lorsque, par exemple, vous en arrivez à gifler quelqu'un, dites à la personne ou dites à ceux qui vont constater et qui peut-être veulent prendre la revanche, écoutez, c'est parce qu'il m'a insulté, c'est parce qu'il m'a fait ci, c'est parce qu'il m'a volé mon argent, ainsi de suite. Mais lorsque vous ne justifiez pas et vous, ou dans votre justification, on sent que cela n'est pas assez solide pour convaincre, il y a un petit problème. Et lorsque vous voyez le contexte politique, où on dit qu'il faut ouvrir un débat politique, il faut ouvrir des assises, il faut essayer de décrisper l'atmosphère politique. Après la rencontre au palais, on a estimé que Patrice Talon n'a pas été assez souple. Il aurait pu accorder, lorsque Boni Yahi demandait pardon pour les détenus politiques entre griffes, il aurait pu accorder la grâce. Il ne l'a pas fait. Mais lorsque vous êtes dans une telle posture et vous voulez obtenir certaines choses de quelqu'un qui vous soumet un document, encore que ce n'est pas la seule personne de Patrice Talon qui doit exécuter ce budget. Nous avons des ministères, nous avons même des structures qui agissent directement à travers l'exécution de ce budget-là sur la vie des populations, sur la condition de vie des populations. Mais lorsque vous êtes dans un tel cas, moi je pense qu'il faut adopter une autre position qui puisse permettre à la personne et qui puisse vous permettre devant les populations de dire, mais écoutez, lorsque nous sommes allés au palais, lorsque nous lui demandons quelque chose, lui refuse, mais lorsqu'il nous soumet le budget, par exemple, nous faisons preuve de bonne foi et nous accordons. Donc, jugez vous-même, ça aurait pu être un argument assez profitable à mon avis pour les députés de l'opposition de le faire. Parce que le seul membre, je dis, qui a voté pour, ça veut dire que au niveau, malgré les consignes qui ont été données au niveau de la direction du parti, il y a quelqu'un qui a pu lire, qui a compris qu'il y a de bonnes choses dans le budget. En leur sein, je ne sais vraiment pas comment ça va se passer. Vous avez vu quand vous avez fait la question au député Soumaïla tout à l'heure, il était embarrassé. Il a dit, personne n'ose parce qu'on sait on connaît un peu la carrure de Léon Basile Arrossi. C'est des gens qui ont fait des combats déjà au Parlement et qui savent un peu comment ça se passe. Et mieux, il y a aujourd'hui assez de supputation, il y a assez de spéculation. On est même allé jusqu'à dire que le président Vlavonou était présent. On ne sait pas pourquoi, ce n'est pas lui qui a présidé. Vous voyez, ces petits problèmes-là où on tire sur des arguments qui, pour moi, ne sont pas assez bien conçus pour convaincre. Moi, je pense qu'il y a un petit problème. Et quand on est député de l'opposition, est-ce qu'il faut tout de go et rejeter tout ce qui n'est pas? Nous avons vu, il y a Oden Aladatine qui est passé sur ce plateau qui nous a dit, par exemple, le rapport du président de l'Assemblée nationale, après 2 semaines d'exercice, et qui a parlé seulement de l'investiture et qui a fait si les démocrates avaient rejeté ça. Donc, pour moi, où se trouve l'objectivité dans ces genres de prise de position? Où se trouve, disons, quel objectif l'on veut atteindre? Puisqu'en fin de compte, vous avez le nombre arithmétique au Parlement, ça ne bouge pas beaucoup trop les lignes. Moi, je pense que c'est dans l'amélioration. Il faut aller beaucoup plus dans l'amélioration telle qu'ils l'ont fait. Ils ont proposé des amendements qui ont été pris en compte. Pour moi, c'est le plus important. Et quelle lecture faites-vous de la position de Léon Basile Arrossi, Eric? Pour moi, cela vient renforcer l'idée qu'au niveau de ce parti, il y a une forme de division déjà depuis la rencontre que le parti a eue avec le chef de l'État. J'avais avancé que certainement qu'au lendemain de cette rencontre, le climat serait un peu tendu. Peut-être que certains seront pas du tout satisfaits de comment est-ce que les choses se sont passées. Alors, et avec la position de Léon, on voit aisément que le problème est là. Si tant est que c'est une consigne au niveau de la direction du parti et qu'un membre qui est aussi important de ce parti ne suit pas la ligne, je pense que c'est assez clair. Il a
franchement désobéi aux instructions, n'est-ce pas? Et par ce fait, il expose donc à la face du monde les problèmes internes au niveau de ce parti, et qui pour moi n'arrange pas du tout l'image de ce parti. Comment est-ce qu'ils vont alors donc gérer ce cas pour davantage convaincre l'opinion de ce qu'ils sont toujours ensemble et qu'ils sont prêts, n'est-ce pas, à aller en 2026 ensemble? Alors, je me demande si c'est Léon Basile Arrossi, s'il était véritablement le seul à vouloir voter pour ce budget, parce que dans la foulée des travaux, eh bien, des députés sont partis de la salle, et ont donné procuration pour que leur vote soit exercé. Peut-être que si ceux-là étaient restés pour le même exercice, peut-être qu'on aurait 2 ou 3 démocrates qui auraient voté pour ce budget-là. C'est la preuve que au niveau du parti, désormais, il faut faire très attention. Ça veut dire qu'on ne peut plus venir donner une instruction ou bien des consignes pour espérer que tout le monde suive les instructions. Le fait que Basile Léon Arrossi ait voté pour le budget, c'est que il a également exercer son droit d'indépendance, parce que le vote qu'il a, oui, le vote qu'il a, on peut le dire ainsi, le vote qu'il a. Non, cela ne fait pas de lui un bon militant. Alors, dans tous les cas, ce qu'il a fait, il a montré que, au-delà de tout ce que l'on peut dire, lorsqu'il a des arguments, lorsqu'il a des éléments d'appréciation qui arrivent à le convaincre de ce qui est devant lui est bien, qui peut le faire. Moi, je pense que c'est la nature de politique qu'il faut même souhaiter. C'est-à-dire, même au niveau de la mouvance, lorsque vous sentez qu'il y a des consignes qui sont données et cela ne vous agrée pas, vous sentez qu'il n'y a pas une certaine objectivité dans ce qui est dit, vous pouvez vous désolidariser. Et c'est cela, ah oui? les politiques... Dans la mouvance, là. Non, mais c'est ce que je dis. Je dis, c'est ce qu'on aurait souhaité. C'est ce qu'on aurait souhaité. C'est ce qu'on aurait souhaité. Parce que c'est pas parce que vous soutenez quelqu'un qu'il faut gober tout, qu'il faut accompagner tout, qu'il faut dire oui à tout. Il faut être béni, oui, non. Lorsque il y a des arguments, des éléments qui vous amènent à dire non par moment, il faut le dire. Et vous justifiez cela. Ça doit être comme ça. Et là, on aurait fait la politique avec une certaine rigueur, avec une certaine probité, à mon avis. Allez, on a 5 minutes pour évoquer notre second sujet. Il s'agit de la réunion des chefs d'État de la CEDEAO. C'était hier dimanche à Abuja. 2 choses à retenir essentiellement. Il n'y avait pas tout le monde. Tout le monde n'avait pas répondu présent. L'autre chose, c'est qu'on va continuer à discuter avec Niamey pour voir dans quelle mesure Mohamed Bazoum devrait être libéré. Et pour discuter justement, je crois que la conférence des chefs d'État a décidé d'envoyer une délégation de chefs d'État là-bas pour continuer à parler avec les hommes en âme et en treillis là-bas. Vous avez compris pourquoi est-ce que tout le monde n'était pas présent à Abuja hier? Ben, on ne gère pas l'agenda des chefs d'État. Moi, je pense que les débats n'évoluent pas. Le débat n'évolue pas. Ce qu'il faut faire avec le Niger, moi je pense que les chefs d'État doivent se dire une certaine vérité et cesser de tâtonner, de tourner autour du pot. Il faut ouvrir les frontières, donner une certaine vivacité à l'activité économique entre les pays qui partagent la frontière avec le Niger. Et au niveau de Bazoum, d'abord on est parti du fait qu'il faut le remettre dans ses fonctions. Ensuite, on est venu maintenant dire qu'il faut négocier sa libération. Ça veut dire qu'on a laissé de côté le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Ça vacille un peu. Ce n'est pas tangible. Ils ne sont pas constants dans ce qu'ils font. Et moi, je pense qu'à cette allure-là, les chefs d'État au niveau de la CEDEAO, on n'obtiendra rien du tout. On est parti de la fermeté à la souplesse. Et ensuite, moi, je pense que le bon bout n'est pas encore trouvé pour gérer cette affaire-là. Ce qui a retenu l'attention, c'est peut-être l'absence de certains, mais c'est surtout les types d'absence qu'on a eu qui étaient quand même assez curieux. Dakar n'était pas venu, Cotonou non plus, Abidjan aussi. Quand ils y vont, vous dites que c'est eux qui tiennent le bâton de... disons... Oui, quand ils y vont. Oui. Mais disons que... Non, 2 secondes, il va finir. Franck a des idées. Vous avez compris sa logique. Non, je n'ai pas compris. Les absents se sont fait représenter. Et je pense que
c'est ce qui se fait quand l'agenda d'un chef d'État n'est pas favorable à un déplacement. Je pense que on envoie des représentants. Je crois avoir vu, pour ce qui est du Bénin, le ministre des Affaires étrangères. Voilà. Non, alors, par contre, je pense qu'à cette rencontre, la CEDEAO a décidé de la mise en place d'un groupe de médiateurs pour échanger avec le Niger. Il y a des pays qui se sont portés volontaires, notamment le Togo, et qui, nous savons déjà, avait déjà une position plus ou moins modérée vis-à-vis du Niger. Et je pense aussi à la veille de la rencontre, le président togolais avait reçu le général Tchani, qui était en déplacement à Lomé, où les deux ont échangé. Certainement que c'est dans la perspective de cette décision qui sera prise du côté d'Abuja. Alors, il y a aussi le Libéria, mais à cela, je n'ai pas compris pourquoi, de façon volontaire, Tinubu a voulu associer le Bénin, pas en tant que médiateur, mais quand même pour accompagner l'équipe de médiateurs, n'est-ce pas, dans ces échanges avec le Niger. Alors, si tout ce que nous souhaitons à ce groupe de médiateurs, le Togo, le Libéria et puis le Bénin qui fera un suivi. La Sierra Leone. La Sierra Leone, oui. Le Bénin, et Julius Maada Bio. Voilà, c'est que cela puisse évoluer et permettre à notre sous-région de trouver des solutions à nos problèmes. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Non, je pense que la mission cette fois-ci, il faut pas perdre du temps. Il faut plus perdre du temps, pardon, dans cette affaire. Il faut négocier, mais savoir que le temps de rétablissement de l'ordre constitutionnel, ce temps-là est passé. Les gens sont en train de dérouler un agenda bien précis. Et je crois que le Niger doit faire partie des pays qui ont déjà communiqué la date de la fin de la transition après le Gabon, bien entendu. Donc, il faut savoir qu'ils sont dans une certaine dynamique et aller là-bas avec des arguments qui doivent, disons, décrisper un peu la situation. Le Togo, on connaît sa position. Le Bénin n'est pas très aimé du côté de Niamey. On se dit que tous les ennuis là-bas passent par le Bénin, ainsi de suite. Le Nigeria aussi, pas trop. Bon, la Sierra Leone, je ne sais pas trop leur position sur la situation, mais le Togo, je crois que le Togo doit prendre le lead de cette démarche-là et proposer des choses concrètes vraiment. Et je sais que le Niamey va dire qu'il faut ouvrir les frontières, ça doit faire partie des conditions. Donc, en allant là-bas, il ne faudrait pas qu'on y aille avec... en tout cas, sans du concret. Il faut aller avec du concret et en finir parce que ça dure beaucoup trop. C'est vrai qu'on n'en parle plus, mais la situation va de mal en pire au niveau de nos frontières. C'est le Bénin qui paie le plus. Il faudrait que le Bénin maintenant puisse garder une position et faire des propositions, garder un discours qui puisse nous permettre, nous, d'être soulagés parce qu'on ne gagne rien dans cette crise-là. On perd tout. Allez, les gars, merci beaucoup. Bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin, enfin presque, d'Actu Matin, puisque vous aurez 2 autres rendez-vous. Vous aurez tout à l'heure, faut-il dire, le point de l'actualité tel que relayé par les caméras de Canal 3 Bénin tout au long de la semaine écoulée. Ça va être le Bénin 7 jours avant. Et juste après, vous aurez la revue de presse. Moi, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée et d'avoir une très bonne semaine de travail.